Jessica Chavannes dans le podcast des Portes qui claquent. C'est un podcast en direction des parents d'ados et je suis vraiment très honorée de la recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour Vanessa, je suis super contente d'être là et en pleine forme. Ah, génial. Génial. Et alors, tu sais qu'on parle des ados, de l'adolescence et des parents. Et j'avais envie que tu commences peut-être par te présenter. Oui. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu fais et voilà un peu qui tu es. Ok. Donc moi c'est Jessica Chavannes, je suis coach mental pour la performance humaine et je suis aussi sportive de haut niveau. À ce jour, je suis double championne du monde, championne d'Europe et 3 fois vice-championne du monde. Mais de quel sport? Oui, j'oublie, c'est le plus important, du jet ski à bras. Voilà, donc c'est comme sur la photo que vous pouvez voir ici, parce que des photos ça vaut mieux que 1000 mots, Ah donc oui. voilà. Bon, magnifique. Et donc c'est une compétition qui consiste en quoi exactement en fait, le jet ski? Alors, donc le jet ski à bras, ça va s'organiser en compétition. Donc, on a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France. En championnat du monde et championnat d'Europe, on a des grands prix, comme il peut se passer en Formule 1 ou en MotoGP. Donc, ce qui se passe en fait, c'est ça dure sur plusieurs jours. Donc, on a les premiers jours, donc déjà, c'est d'arriver sur les paddocks, préparer les machines, etc., etc. Et les premiers jours, on a les pole positions, les essais. Donc, les pole positions, comme en Formule 1, c'est détermine la place sur le départ. Oui. Et ensuite, après, on a 3 courses dans le Grand Prix. Et c'est le cumul des points de ces 3 courses qui va faire notre placement pour le Grand Prix. Et c'est le cumul de chaque Grand Prix qui va donner la place définitive du championnat du monde ou du championnat d'Europe. Très impressionnant, très impressionnant. Donc après, comme je disais, c'est pour les gens qui connaissent la MotoGP ou alors le Supercross en motocross, ça va ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on a un circuit de bouée, on part tous en même temps. On a donc des courses qui durent à peu près 20 minutes, donc il y a un circuit à respecter. Donc la différence qu'on a avec la moto ou la Formule 1 ou quoi que ce soit, c'est que le circuit, en fait, il n'est pas dessiné sur l'eau, c'est des bouées qu'on doit mémoriser. On a des doubles circuits aussi pour faciliter les dépassements. Et évidemment, le but, c'est d'arriver le premier, à savoir que sur le départ, on part tous en même temps pour arriver sur les mêmes bouées. Donc c'est un peu... voilà, il faut avoir le cœur accroché quand même. Écoute, moi, je t'ai vu sur l'eau, j'ai été très impressionnée. Je suis ravie qu'on ait une image comme ça pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est. C'est vraiment très rapide, très puissant Oui. et voilà, c'est une expérience particulière. Oui. Et j'ai l'impression que dans le monde entier, c'est un sport qui est plus ou moins reconnu et plus ou moins connu avec des fans absolus. Et ça, c'est magnifique. Alors, tu as parlé de vitesse, c'est vrai que j'ai pas précisé. Ouais. C'est par exemple, moi, mon jet de course, donc j'ai un jet d'entraînement qui est moins puissant. Mon jet de course, par contre, c'est un 1600 cm3. Aujourd'hui, on a développé un peu plus de 120 km/h et on est à peu près de 0 à 115 km/h en moins de 4 secondes. Donc, c'est l'équivalent d'une accélération de Formule 1. Donc, Ouais. faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Voilà, faut s'accrocher. Donc ensuite, tu m'as parlé de la vitesse et Oui, et puis des différents lieux dans le monde. exactement. Voilà, donc les différents lieux dans le monde. Donc c'est vrai que en France, c'est moins médiatisé. De toute façon, ce qui est sport mécanique en général, c'est quand même moins médiatisé en France. Par contre, quand on part en dehors de l'Europe, c'est des choses qui sont beaucoup plus, on va dire que les gens sont ils sont friands de ça. Oui. Par exemple, quand on va sur les pays d'Asie, notamment en Indonésie, par exemple, la dernière course, on avait plus de 200 000 personnes en spectateurs, qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais. Les gens sont là, très enthousiastes. C'est pareil, Vietnam, il y avait vraiment du monde. Tous ces pays d'Asie-là, on a vraiment une certaine reconnaissance. C'était marrant parce que la première fois où on est allé, on a des personnes qui nous attendaient à l'aéroport pour porter nos bagages. Et c'est vrai que ça fait un décalage assez énorme entre les pays étrangers et la France. Oui, oui. Mais c'est, je trouve, exceptionnel à la fois à voir et puis à ressentir en termes d'énergie. Et je trouve que ça gagne à être connu. Donc je suis vraiment heureuse que tu sois là et que tu nous en parles. Quand est-ce que tu as découvert ça, toi, le jet ski? Alors, j'ai découvert ça, j'avais tard. J'ai découvert vraiment ça sur le tard. J'avais 19 ans. Ça a été un petit peu des histoires de hasard. Mon grand-père s'occupait d'une base nautique, donc je ne connaissais pas du tout le jet ski.
Je connaissais tout ce qui était bateau, tout ça. Et un jour, quelqu'un est venu avec un jet et c'était une fille. Mon grand-père était un petit peu charmeur, donc il a laissé rentrer alors que c'était interdit. Mhm. J'ai pu essayer et en fait, j'ai été charmée de suite. Alors j'ai commencé sur un jet où on est assis, donc ce qu'on voit généralement au bord des plages. Et puis je travaillais à ce moment-là, donc j'ai dit à mon père, fais-moi un crédit et je me suis acheté un premier jet comme ça. Et au bout d'un an, je me suis très très vite ennuyée sur un jet assis. Et j'ai appris toute seule le jet à bras. J'ai vendu le premier jet et j'ai acheté un jet à bras et j'ai appris toute seule parce que je connaissais personne qui faisait du jet. Oui. Et voilà, et j'ai commencé comme ça, tout doucement. Bien entendu, j'aurais pas pensé pouvoir faire de la compétition à haut niveau comme je suis aujourd'hui. Les choses sont vraiment venues insensiblement dans le temps. Et donc j'ai commencé à 19 ans et à ce moment-là, je travaillais déjà. En fait, j'étais en apprentissage en coiffure, rien à voir. Donc j'ai fait 5 ans d'alternance. Mes parents m'ont dit, écoute Jess, tu finis tes examens, tu passes tes examens, après tu feras ce que tu veux. Donc je m'étais tellement épris de passion pour ce sport, ça a été en fait le fil conducteur de ma vie à partir de mes 19 ans vraiment. Et en fait j'ai voulu j'ai voulu rentrer dans ce milieu-là. Et j'ai passé mes diplômes d'éducateur et de moniteur. Donc voilà, j'ai commencé à rentrer dans ce cursus-là, du coup pouvoir faire commissaire de sécurité sur les courses, sachant que j'avais fait 2-3 compétitions régionales, mais je n'avais pas les moyens de faire plus. Donc je suis plutôt rentrée dans le milieu par le côté, on va dire, professionnel, on va dire, en tant que monitrice, commissaire de sécurité et tout ça. D'accord. Et alors là, du coup, je suis très impressionnée parce que je me rends compte que tu as fait ta place petit à petit, à la fois sur, on appelle ça une monture, sur le jet, Sur le jet, oui. à la fois sur le jet et puis dans le milieu. Oui. Tu as fait de l'arbitrage ou... En fait, quand on est commissaire de sécurité, oui, on est sur l'eau pendant qu'il y a les courses et on est là pour donner des drapeaux, pour faire la sécurité si quelqu'un tombe, etc., etc. Donc oui, on peut dire, c'est pas arbitre, c'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que la course se passe en toute sécurité, en fait. Ok. Voilà. Donc j'avais la casquette un peu de policier presque. Oui. Oh, bah, c'est génial. Et je suis en train de me représenter, toi, à 19 ans, tu allais vers un métier complètement différent. Oui. Plutôt... Commun. Oui, un peu plus commun, mais ce que je pensais, c'est plutôt artistique, du côté de la beauté, du côté de l'embellissement. Et finalement, c'est un sport, et surtout au niveau compétitif, c'est un sport assez physique, avec une autre dynamique, je dirais. Oui. Comment est-ce que tu expliques ça finalement ? Alors, comment j'explique ça ? C'est en fait, j'ai eu envie d'indépendance très rapidement. C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais au collège, il me tardait, moi, de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter une voiture et pour pouvoir bouger librement. Et en fait, j'étais pas mauvaise à l'école, j'étais ni exceptionnelle ni mauvaise, mais j'avais pas d'idée sur quoi partir en fait. Donc je me suis dit, si je pars au lycée, ça va être pour faire quoi ? J'en sais rien, un bac, et je fais quoi après, j'en sais rien. Donc je me suis dit, autant partir sur un métier. Donc ma maman, elle était coiffeuse. Et en fait, ça a été un peu le chemin de la facilité, si j'ai envie de dire. Je connaissais que ça. J'ai grandi dans des salons de coiffure parce que ma mère m'amenait après l'école tout le temps. Et je me suis dit, ça a été la voie que j'ai choisie à ce moment-là. Et en fait, je me suis aperçue, tu as dit, c'est le chemin de la beauté, etc. Là, comme tu peux voir, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas sophistiquée. Et en fait, je ne rentrais pas dans ce moule-là, j'ai toujours été comme ça, en fait. Et ça a été quelque chose qui n'a pas été facile à gérer parce que je ne répondais pas aux critères qu'on me demandait. Et je me rappelle même sur le moment du brevet professionnel, je crois que j'étais 2e ou 3e de la promo, mais en fait, on m'avait mis je ne sais plus si on m'avait mis une mauvaise note ou pas, mais en tout cas, j'avais eu une très mauvaise appréciation, dans le sens où j'étais venue en queue de cheval et juste avec du mascara et que je ne représentais pas le métier. Ah oui. Donc ça, je pense que ça a été des choses qui ont fini de me... Voilà, de me dire, je suis pas pour moi. C'est pas pour moi, du tout. Ouais. Et j'étais quelqu'un de très timide. Oui. Donc quand j'ai décidé de partir en monitorat de jet ski, là, ça a été hyper challengeant pour moi. Déjà, il fallait que je passe des coups de fil pour me renseigner, pour les formations, tout ça. Moi qui n'osais pas trop avancer des mots sur des gens que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, en fait, ça m'a énormément sorti de ma zone de confort parce qu'on s'est retrouvés 40 personnes en formation, 38 hommes pour 2 femmes. Ouais. Et
donc du coup, c'est devenu une amie, la deuxième femme, et elle avait un caractère bien trempé. Mhm. Et en fait, ça m'a poussée en fait déjà à vraiment sortir de ma zone de confort. Donc ça a été vraiment une première étape sur la prise de confiance en moi, je pense. Et même s'il y avait encore beaucoup de travail, mais ça a été vraiment le début. En fait, moi, le jet, ça a été vraiment le début de mon expansion, et c'est ce qui m'a vraiment permis, je pense, de garder la tête hors de l'eau sur des événements que j'ai pu vivre. Donc voilà. Oui, c'est comme tu en parles comme une rencontre qui t'a permis de grandir, qui t'a permis de t'affirmer, d'être Oui, la personne que tu es aujourd'hui. tout à fait. Et je me dis, tiens, 19 ans, tu étais en fin d'adolescence à ce moment-là. Oui. Euh, Qu'est-ce qui te reste de ces débuts et par rapport à qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me reste? Mhm. En fait, ben, elle est toujours là, la Jess, qui a 19 ans, ou même qui est plus jeune. Sauf Ouais. qu'aujourd'hui, il y a la Jess adulte qui est là pour, on va dire, la rassurer, s'en occuper quand il y a des Mhm. moments où elle se fait entendre. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour cette partie-là de moi, Mhm. parce que, en fait, elle m'a permis de développer des facultés que j'ai aujourd'hui. Alors oui, sur le moment, c'était absolument pas facile, parce que Mhm. je percevais vraiment ça comme un poids, et ça a duré des années, hein. Tu parles de quoi exactement? En fait, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans à peu près. Voilà, tout se passait normalement, on va Mhm. dire, à la maison. Et après, en fait, ma maman, on l'a diagnostiquée dépressive bipolaire. Mhm. Donc, en fait, j'ai vécu beaucoup les tentatives de suicide de ma maman. Donc, c'était à jamais savoir si elle allait être en vie ou morte. Je rêvais beaucoup de la voir dans un cercueil. Enfin, Mhm. voilà, il y a des moments où elle a été très, 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 très mal, et elle est partie dans des maisons de repos où on Mhm. lui a administré des traitements où elle ne me reconnaissait pas. Mhm. Enfin, voilà, ça a été pas facile, et la bipolarité aussi est vraiment un aspect qui n'est pas facile à gérer au quotidien, déjà pour un adulte, mais Absolument. pour un enfant, euh, même si on sait que c'est une maladie et que voilà, la personne en face de nous, elle n'y peut rien, il y a des moments où c'est très incompréhensible euh, je t'adore, et le lendemain ou la seconde d'après, ben, je vais pas te dire des choses sympathiques, entre guillemets. Mhm. Et ça, c'est pas évident de se construire dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que, en fait, je savais jamais réellement qui je devais être Mhm. pour me sentir. Alors, je me sentais aimée, je savais que j'étais aimée, hein, Mhm. mais je savais pas comment répondre euh, à ce qu'on voulait de moi. C'est ça. En fait, c'était ça la problématique, et du coup, j'avais un manque de confiance assez énorme en moi. Mhm. Pareil aussi, comme je suivais beaucoup mes parents au travail, ben, j'étais quelqu'un qui était très... Enfin voilà, on m'a appris à bien me tenir, etc., etc. Donc, ne jamais déranger, Oui. ne pas demander, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, j'ai eu beaucoup de mal à prendre ma place aussi. Mais c'est normal, moi je suis très honorée d'avoir eu cette éducation-là, parce qu'aujourd'hui, ben, je sais m'en servir, je sais Ouais. me tenir dans des endroits. Oui. Mais il a fallu aussi que, ben, avec ce questionnement que j'avais de comment je devais me comporter, Mhm. que ce soit avec ma maman, mon père ou avec les autres personnes à l'extérieur, ben, je ne savais plus vraiment qui j'étais et qui je devais être. Mhm. Et ça m'a beaucoup perdue pendant longtemps. Euh, donc c'est vrai que quand j'ai commencé vraiment ce cursus dans le jet, ça a Mhm. été un peu ma bulle d'air, ma bulle d'oxygène, parce qu'à ce moment-là, je ne me posais pas la question, j'étais juste moi. Mhm. Et je voyais qu'à ce moment-là, j'avais un entourage qui me ressemblait et Mhm. qui aimait les mêmes choses que moi. Parce Mhm. que je ne suis pas issue d'une famille de sportifs, je fais des choses qui sont extrêmement différente de toute ma famille que je côtoyais à ce moment-là. Et du coup, je me sentais souvent en décalage Oui. et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, tout ce cursus dans le jet m'a aidé du coup à me dire, ben non, en fait, c'est pas que j'étais normale, mais il y a des gens qui ont les mêmes envies que moi, Oui. les mêmes passions et Les mêmes valeurs. les mêmes valeurs aussi. Et ça m'a vraiment... ça m'a aidé à m'accrocher dans des moments. Moi, à 16 ans, j'ai été solide
toute ma vie, on va dire, parce que j'ai voulu être solide pour ma maman et pour mon papa. Sauf qu'à 16 ans, j'ai été très très mal, j'ai eu envie de mourir. J'ai été vraiment en état de dépression. J'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire qui ont été vraiment très très pesants pendant de longues années, mais qui ont été ma manière, je pense aussi, de tenir le coup à un certain moment. Et puis de répondre, si je puis me permettre, Oui. de répondre à un environnement qui était finalement assez chaotique. Je peux imaginer qu'à ce moment-là, avoir la main sur quelque chose, et notamment sur l'alimentation, c'était une forme de ressource pour toi. Je pense, et je crois aussi qu'au départ, je l'avais fait un peu, vraiment, je pense consciemment, parce que j'avais envie de lever la main, de dire « Ouh, je suis là et je vais pas bien, en fait ». Parce que moi, j'étais « Ah, mais Jessica, elle est solide. Oui. Jessica, elle tient ». Et en fait, je me suis toujours sentie responsable de beaucoup de choses, même si en sentant mentalement que j'étais pas responsable, mais je me suis toujours sentie responsable de tenir, de pas être un poids supplémentaire, en fait. Et sauf qu'à un moment donné, je tenais plus. Oui. Et à ce moment-là, j'ai vraiment craqué et j'ai développé, je pense, plein de compensations qui m'ont aidée à tenir, donc qui me pourrissaient la vie. Là, parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose d'horrible à vivre. Parce qu'on peut pas, enfin, c'est 24 heures sur 24, quoi, donc c'est l'enfer. Mais en même temps, c'est ce qui m'a vraiment aidée à, je pense, à tenir le coup émotionnellement à ce moment-là. Je pense que ça a été mon refuge, peut-être toxique, mais en tout cas qui m'a permis de passer des caps sur certaines années, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vraiment la définition en psychanalyse d'un symptôme, c'est une forme de résolution de conflit. Donc au fond, ce que tu dis, c'est tiens, en ayant ces comportements-là alimentaires, je répondais à une situation qui était finalement assez difficile pour moi, et j'ai répondu en ayant moi une forme d'emprise sur la question alimentaire. Oui. Ce qui est quand même compliqué dans ce que tu décris là, c'est que ces troubles-là, au bout d'un moment, prennent la main aussi Oui. sur la vie. Exactement. Ouais, C'est-à-dire que ça devient présent H24. c'est ça. C'est par exemple un moment avec des amis où, en fait, si on regarde, l'alimentation, c'est présent tout le temps, partout. Un moment de convivialité, ah ben on va boire un verre, on va manger un truc. Et en fait, du coup, j'avais pas de moment de pause dans ma tête. Le seul moment où je me rappelle avoir été en pause, c'est quand j'étais au jet, en fait. Ah oui. Et je me rappelle même, quand je partais en stage de formation, que je partais en week-end, où ça m'arrivait d'aller sur quelques petites courses ou des choses comme ça. C'est des moments où presque, je dis bien presque parce que c'était quand même toujours là, mais j'oubliais presque la maladie, en fait. Oui. Donc ça montrait bien qu'à cet endroit-là, me combler des choses que j'avais plus besoin de combler par d'autres moyens, en fait. Donc, et que j'étais à ma place, quoi. Absolument. Ouais. Waouh. Donc un peu comme une forme de guérison qui vient d'un sport, d'une passion, de quelque chose que tu as investi et qui te permet finalement plus de liberté, plus de joie et surtout d'être toi-même, ce que j'entends. C'est ça, Ouais. c'est exactement d'être moi-même et d'exister à travers moi et pas à travers ce qu'on voulait de moi, entre guillemets. Donc ce qu'on voulait de moi, on m'a jamais imposé quoi que ce soit, attention, hein, que je sois claire. Mais tu parles d'attente peut-être Mais que voilà, tu percevais. dans ma famille aussi, du côté de ma maman, il y avait des gros caractères. J'étais beaucoup avec mon grand-père aussi, qui m'adorait et qui aurait tout fait pour moi, mais qui aussi avait ses blessures à lui, qui fait que si je répondais pas à ce qu'on me demandait, c'était pas bon pour moi, quoi, on va dire. Ça se passait pas très bien. Ça se passait pas très bien et voilà, donc du coup, et en plus j'ai attiré ça après dans ma vie. J'ai complètement attiré ce type de personnes. Du côté de ma maman, les personnes avaient beaucoup ce caractère-là. Et il a fallu que j'attire ça aussi. À l'époque, je me suis mise en couple très jeune. Je pense que ça m'a permis de sécuriser parce que j'avais retrouvé un certain équilibre où c'était un peu compliqué chez moi. J'avais retrouvé un équilibre, on va dire, un peu plus normal pour mon âge à travers la famille qu'il y avait. Et en fait...
c'était quelqu'un aussi. Alors aujourd'hui, ça me fait mal de dire ça parce que je vois aussi ma responsabilité que j'avais là-dedans. Mais il était un peu en mode voilà, pervers narcissique, donc très colérique, etc. Donc je me retrouvais avec un environnement où j'attirais ce type de personnes. Et je suis restée 14 ans comme ça quand même. Dans un rapport d'autorité. Voilà, exactement. Avec les petites bulles de prise de conscience où je me disais, ah, quand je partais au jet, je me disais, ah mais non, mais en fait, je sais qui je suis, ce que je vaux, etc. Donc vas-y, va-t'en, quoi. Mais en fait, j'étais pas encore assez solide à ce moment-là, et dès que je retournais, je retournais dans tout un environnement lourd, et j'avais pas la force à ce moment-là encore de partir, quoi. Jusqu'à, ça a duré longtemps, jusqu'à mes 27 ou 28 ans, quoi. Oui. Donc il s'est passé beaucoup d'années. Il s'est passé pas mal d'années. Oui, exactement. Ouais. Et jusqu'à mes 27-28 ans, je n'ai pas vraiment fait de compétition, parce que je n'avais pas les moyens financiers. Donc j'ai vraiment attaqué. En fait, quand j'ai commencé à, on va dire, à ne plus accepter certaines choses dans ma vie et d'avoir le courage d'assumer ça, j'ai d'autres choses qui sont rentrées dans ma vie. J'ai fait de la place pour faire rentrer du nouveau. Et pour ça, j'ai eu besoin de temps. Il y a une époque, je me disais, oh, Jess, toutes les années que tu as perdues. Mais en fait, aujourd'hui, je ne le perçois plus comme ça, parce que je pense que si je n'avais pas passé toutes ces années-là, je n'aurais pas le parcours que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, quand je suis sur mon jet ou dans mon travail, j'ai un feu qui brûle à l'intérieur de moi. Ce n'est pas un feu de colère, c'est un feu de... Je ne sais pas, c'est de l'inspiration, c'est j'ai envie de vivre, en fait. Et j'ai tellement envie de donner. Et ça, je sais que si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas, en fait. Bien sûr. Donc, je suis hyper reconnaissante de tout ça. C'est un parcours exceptionnel. Moi, j'ai envie de te demander peut-être un peu plus précisément quelles ont été les rencontres ou les situations. Enfin, comment tu as trouvé la force ou les ressources, peut-être par étapes d'ailleurs, de passer de cette maison où finalement il y avait, pour la jeune fille que tu étais, beaucoup à apporter, puis pas beaucoup à demander pour toi. Et finalement, dans un couple où c'est à peu près le même schéma, finalement, comment est-ce que tu as pu, toi, traverser tout ça et être aujourd'hui celle que tu es? En fait, je pense que ça a été en suivant ma passion. Donc, comme je disais, le jet est vraiment le fil conducteur. Le fil conducteur, oui. Où j'ai rencontré, en fait, je me suis fait vraiment tout un cercle d'amis au travers de ce sport-là. Qui au fur et à mesure m'a amené pas mal de prise de conscience. Donc ça a vraiment pris du temps, comme je disais. Mais les rencontres vraiment qui ont été décisives, je pense que ça a été... Il y en a une qui me vient en tête, mais je vais brûler des étapes, donc je ne vais pas la dire de suite. Mais ça a été vraiment... ça a été vraiment toute une accumulation, en fait, de personnes qui voyaient... Pas qui voyaient ma vraie valeur, parce qu'ils ne la connaissaient pas, ma vraie valeur, mais qui voyaient que je n'étais pas dans le bon environnement. Et du coup, je pense qu'à force de temps, ça m'a vraiment travaillé. Et un jour, j'ai vraiment... en fait, il a fallu... je pense que c'est moi, quand j'ai commencé à me rebeller, je me rappelle que mon ex a commencé à vraiment péter des câbles. Ça a été vraiment ça. Il a commencé à avoir de la violence. Et je pense que j'ai cherché ça pour avoir ce déclic et me dire là... stop. Et c'est ce que j'ai fait, je suis partie du jour au lendemain. Et à partir de là, du coup, j'ai rencontré des personnes. Donc, je les avais déjà rencontrées, mais en fait, le fait que je me sépare, ça a généré d'autres opportunités. Donc, j'ai des amis du jet qui ont commencé à vouloir monter une équipe, qui m'ont dit, Jess, tu vas venir avec nous, on va t'amener avec nous. Donc, j'ai commencé à pouvoir faire quelques compétitions en championnat. Enfin, j'ai fait les compétitions en championnat de France, du coup, pendant quelques années. Et en fait, donc, c'était... 4 ans plus tard, 4 ans après ma séparation, j'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui, Laurent. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, je vais le dire, je crois que j'ai de l'émotion qui monte. Bon. Parce que justement, j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps et j'ai pris conscience de ça. Oui. Il y a des gens qui percevaient ma valeur, mais jamais comme lui a perçu ma valeur, en fait. Et je me rappelle de la première fois où il m'a vue sur un jet et il m'a dit, mais... t'as du talent, en fait. C'était pas juste pour me faire plaisir. J'ai vraiment vu dans ses yeux et dans ses émotions qu'il croyait profondément à ça et qu'il croyait en moi. Et je sais qu'il y avait des gens qui croyaient en moi, mais pas sous cette forme-là, en fait. Et ça, je crois que ça a été aussi le début de
de ma révélation. Et je pense que si j'ai pu le rencontrer, c'est parce que déjà j'ai osé dire non à mon ancienne relation et je suis restée aussi 4 ans toute seule Mhm. où j'ai dit non à plein de choses alors que c'était pas facile de rester toute seule parce que il y a toutes les compensations émotionnelles ça, mais j'ai osé dire non à ce qui ne me convenait plus. Mhm. J'ai dit moi c'est le jet en premier, les mecs ça passe après. Oui, c'est-à-dire que Et en fait j'ai fait ma hiérarchie et j'ai C'est vu ça. qu'est-ce que c'est qui m'apportait le plus de bonheur et Oui. c'était pour ça moi non négociable. Et en fait il est arrivé et Laurent est arrivé, Mhm. passionné de sport mécanique, 15 ans de pilote d'enduro en moto, Oui. donc passionné de tout ça. Et en fait, on a créé un couple, on a créé une équipe, on a créé tout, j'ai envie de dire. Mhm. Mhm. Et on n'aurait jamais pensé que là, voilà, on s'est rencontrés en 2016. On n'aurait jamais pensé commencer les championnats du monde. Enfin, il y a eu tout un tas d'événements qui font que des gens ont aussi commencé à croire un peu plus en moi, vu qu'il y avait Laurent avec moi. Mhm. Donc j'ai eu un sponsor mon cousin, qui nous a payé un jet tout neuf, parce que moi j'avais un vieux truc qui avait 16 ans. Ah ouais. Donc du coup, j'avais 34 ans quand j'ai commencé les championnats du monde. Donc c'était très très tard. Pour donner un exemple, tes concurrentes, elles avaient quel âge environ? Là, si je te dis par exemple un exemple d'aujourd'hui, C'est ça? donc là, par exemple, Indonésie, dernière course au mois de novembre, donc course que j'arrive à remporter. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, la deuxième, elle a 23, et la troisième, elle a 17. Ah. Donc en fait, on oscille entre généralement 16 ans et à peu près 28 ans. Donc il y a une concurrente, oui, il y a 2 concurrentes aussi qui ont à peu près mon âge, mais sinon la majorité, c'est que des petites jeunes. Hmm. Donc en fait, il y en a plein qui pensaient que j'étais finie, que c'était trop tard, qu'on ne performe pas à 40 ans. Mhm. Surtout qu'on est en catégorie reine, en fait, dans les plus grosses catégories. Et en fait, on montre que si tu as vraiment envie et que tu te donnes les moyens, alors oui, le prix à payer derrière est cher. Oui. Il y a plein de choses auxquelles je suis obligée de dire non, mais moi, je suis OK avec ça. Mais si on donne l'énergie, l'âge, c'est de l'âge, c'est tout. Mhm. C'est juste un nombre. C'est juste un nombre. Alors oui, il y a d'autres choses qu'on va manager différemment au niveau du physique, de la préparation. Il faut être beaucoup plus intelligent. Mhm. Mais pour le moment, ça passe. Et il y en a, ils me disent, mais tu vas arrêter quand? J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Tu parlais de feu intérieur, c'est un petit peu ça le guide. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive je pense à avoir des ressentis aussi que le sport m'aide à dupliquer, que j'arrive pas à retrouver ailleurs. J'arrive je pense, à ressentir des choses dans l'environnement Mhm. et qui font que ça attise mon feu au moment où je monte sur mon jet. Mhm. Et j'arrive du coup ouais, je sens que je fais fusion avec les éléments autour de moi. Et je pense que tout ça, ça vient du fait que j'ai passé tellement de choses. Mhm. J'ai tellement été obligée d'aller creuser au fond de moi que ça m'a amené cette clarté-là, je pense. Mhm. Ça me fait penser que finalement, on n'a pas parlé de thérapie, on n'a pas parlé de psychothérapie ou de choses comme ça. Et donc, est-ce que toi, tu es passé par ces étapes-là Oui. ou... Oui. À 16 ans, en fait, justement, quand j'ai fait mon gros down et que, oui, j'étais vraiment très, très, très mal, j'ai vu un psychiatre. Mhm. Donc, on m'avait donné des traitements antidépresseurs, enfin voilà, j'avais des somnifères et tout ça. Mhm. Donc ça, je sentais que ça allait pas du tout avec ça. Donc ça, je l'avais arrêté en cachette sans rien dire à personne. Je me rappelle plus des séances. Juste la seule chose que je me rappelle que ce psychiatre m'a dit, et ça qui est resté gravé à vie, c'est Mhm. vous pouvez pas endosser 3 rôles en tant qu'enfant. Donc vous allez devoir être égoïste Mhm. et penser à vous. Parce que si vous le faites pas, c'est vous qui allez y passer. Mhm. Et ça a toujours résonné dans ma tête. Et c'est quelque chose que je me sers beaucoup aujourd'hui. Parce que finalement, en étant égoïste, en pensant à moi, je suis hyper altruiste vers les autres. Puisque moi, en étant bien, je peux servir les autres. Si moi, je suis pas bien, je suis un poids pour les autres, en fait. Absolument. Et c'est cette idée finalement de prendre soin de vous en priorité qui fait Ouais. qu'un certain nombre de gens C'est ça. commencent à choisir pour eux-mêmes un certain nombre d'actions Oui. et puis de comportements qui va permettre d'aller mieux. C'est ça.
toi, c'est cette rencontre-là qui a été majeure finalement. Cette parole-là a été Alors, comme un j'ai pas eu levier. que ça. Ça n'a pas été un levier de suite, en fait. On va dire que ça m'a rassurée dans mes ressentis. Je ne l'ai pas Mhm, du tout mis en application de suite. mhm, Après, j'ai vu aussi des psychologues. J'avais fait un peu de sophro aussi. Donc, ça m'avait aidée. mhm. Mais c'était très, très, très lent dans ma progression. On va dire que ça va être plus sur les... On va dire c'est vraiment le sport, le jet qui m'a vraiment tirée vers le haut. Mhm. Et c'est après, plus tard, du coup, quand je suis arrivée en championnat du monde, donc 2018, j'ai commencé, 2019, là, je faisais pour la première fois le championnat du monde en intégralité. Ouais. Donc là, il y avait le vrai enjeu, j'avais ma photo, j'avais tout, et là, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Je me suis dit, alors j'étais au Mhm. rêve de ma vie, jamais j'aurais même pas pensé arriver là un jour. Et en fait, je me suis retrouvée seule face à moi-même à ce moment-là, Mhm. et j'ai vraiment compris que ce que je pensais avoir réglé de mon enfance et tout ça, avec tout le boulot que j'avais fait quand même sur moi, avec le psychiatre, avec les psychologues et tout ça, ben oui, ça m'avait aidé à savoir pourquoi j'allais pas bien, Mhm. mais ce que j'en faisais, C'est ça. ben non, en fait, ça m'avait pas aidé sur ça. Et à ce moment-là, en fait, comme on se retrouve seul face à soi-même quand on est dans des échéances comme ça, Mhm. j'ai tout repris dans la figure. Manque de légitimité, manque de confiance, les jambes coupées, j'arrive même plus à naviguer. Waouh. Donc c'est là où vraiment je me suis dit, ouf, il y a un problème. Je me rappelle, avec Laurent, on se parlait même pas. Parce Mhm. qu'en fait, en fait, j'étais en train de pleurer tout le temps dès que j'étais pas sur le jet. Lui, ça l'agaçait de me voir comme ça. Et sur le retour, ça a duré 2 semaines, parce qu'on avait 2 courses d'affilée, deux grands prix d'affilée. Et en rentrant, ben, j'ai dit, je peux pas rester comme ça. Donc j'ai commencé à me renseigner sur la préparation mentale. Donc j'ai fait une formation. Ça m'a pas aidé sur la Mhm. préparation mentale basique. Et après, du coup, ben voilà, j'ai rencontré aussi ben Pierre, que tu connais. Oui. Voilà, et je savais que c'était ça que j'avais besoin de faire. Et en fait, ça a été pour moi un travail qui a été exponentiel en très peu de temps. Mhm. C'est-à-dire que je suis passée de 12e mondiale. J'étais 12e mondiale milieu 2019. Mhm. Fin 2019, je suis un premier podium en championnat du monde. Et 2020, je gagne mon premier titre de championne du monde. C'est exceptionnel. Donc en fait, Ouais. ça a été un boulot qui m'a... Au début, j'ai pas compris pourquoi il m'a amené travailler sur des sphères privées alors que je venais pour le sport. Et en fait, j'ai tout compris. Mhm. J'ai bien compris que les blocages qu'on a dans le sport ou dans le travail, à 90% du temps, ça vient pas du sport ou du travail en lui-même, ça vient de complètement autre chose. Il a tout un travail sur l'identité, effectivement. Exactement, Et la exactement. méthode dont tu parles là, c'est celle de la Oui, dépolarisation, c'est ça. hein, qui a été effectivement la fondation par Pierre David. Oui, Ouais. exactement. Et du coup, jamais j'aurais pensé. Après ça aussi, moi, ça m'a pris de passion, en fait. Et je me rappelle, c'était au tout début. Enfin, Pierre, il venait de commencer, hein. Mhm. Donc, je fais partie de ses premières sportives. Et j'avais dit, mais Pierre, je kiffe ça. J'ai envie que tu me formes, en fait. Et en fait, 2020, j'ai commencé à me former en tant que coach aussi. Puis j'ai dit, oh, je vais faire ça à côté du travail et du sport de haut niveau. Et puis, ça a commencé à se développer. Et puis, aujourd'hui, j'ai quitté mon CDI bien confortable. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise où je suis aussi coach. Du coup, j'accompagne les personnes. Et tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, non, c'est pas possible en fait. Ouais, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent les unes après les autres, Exactement. finalement. Et parce que tu attends, Parce que tu attendais. tu vois. Et je sais plus à qui je disais ça il y a 2 ou 3 jours. J'ai dit, ah oui, à un de mes clients avec qui j'ai commencé hier, justement. Et il écoutait une première interview que j'avais faite avec Pierre il y a 5 ans pile poil. Mhm. Et j'ai dit, en fait, j'ai 40 ans aujourd'hui. En 5 ans, j'ai fait tellement plus de choses que ce que j'ai fait en 35 ans. C'est Mhm. incroyable. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire tout ça. Et c'est pour Mhm. ça que du coup, je me lève le matin, je me dis, demain, je sais pas où je serai en fait. Et l'infini et l'au-delà. J'ai envie de te redemander un petit peu dans quelle rêverie t'étais toi, ado. Est-ce que tu en avais déjà, parce qu'au niveau du contexte, c'était assez compliqué. Euh, Comment est-ce que tu arrivais à te représenter peut-être une vie de famille, un couple plus classique, enfin, comment tu te représentais les choses? alors, moi, j'avais des idées très arrêtées. Donc, je voulais construire une famille, être droite dans mes bottes. Mhm. Je voulais que tout soit carré. Je voulais que mon enfant, je l'éduque de telle façon. Euh,
J'avais cette idée aussi qu'il fallait rester en couple longtemps avant de faire un enfant. J'avais des idées très, très arrêtées, vraiment. Enfin, j'étais très tranchée parce qu'il y avait des choses que j'avais pu reprocher du coup à mes parents. Et moi, bien entendu, je voulais développer l'inverse, ce qui est logique chez la nature humaine. Sauf que ben voilà, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée, c'est moi qui me suis mis dedans. J'étais en couple pendant longtemps, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Et finalement, je me suis retrouvée à 28 ans, célibataire, sans enfant. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai toujours pas d'enfant. Donc oui, je suis en couple depuis presque 9 ans. Oui. Mais nous n'avons pas d'enfant. Et je me rappelle, c'est rigolo parce que quand j'ai rencontré mon chéri, donc lui, il a une fille maintenant qui a 14 ans. Et je me rappelle, moi, je m'étais dit, oui, non, mais moi, je ne comprends pas les gens qui font des enfants très rapidement, etc., etc. Et bien, du coup, vu que c'est quelque chose que je n'acceptais pas, c'est quelque chose que j'attirais. Voilà. Donc, tout ce que tu n'acceptes pas vient automatiquement à toi pour Absolument. que tu viennes l'intégrer, en fait. Donc, ça a été, c'est vrai que ça a été assez rigolo comme paradoxe. Oui. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé, du coup à tenir? Oui, j'avais cette idée de la famille. Moi, je me suis dit, je veux construire une famille comme ça, comme ça, comme ça. Et parce que je me rappelle, je parlais à ma mère et à mon père. À 12 ans, je me rappelle, on m'avait dit, on dirait que tu parles comme une nana de 40 ans déjà. En fait, j'étais déjà, je faisais presque des leçons à ma mère. Non, mais je disais, mais tu comprends pas, tu peux pas tout avoir dans la vie. Je me rappelle que je lui disais ça. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai été aussi très exigeante envers moi, parce que j'avais pas envie de reproduire certaines choses. Ça, ouais. Et tu me disais, qu'est-ce qui m'a tenu un peu la tête hors de l'eau dans ces moments-là? Donc, avant mes 19 ans, je n'avais pas le jet. Oui, mais oui, Donc, c'est ce que je pense. donc en fait... Entre 12 et 19 ans, tu Ouais, n'avais c'est pas ça. ça. En fait, j'étais... Alors là, il y en a qui vont peut-être rire s'ils se rappellent de cette époque-là. Oui. Mais j'étais hyper passionnée, extrêmement fan des De boys bands et des Worlds Apart. Worlds Apart. Et ça, c'était Eh ben. c'était un truc de malade, en fait. Et c'est-à-dire que dès que je sortais du collège, c'était la musique à fond. Moi, je voulais savoir les paroles en anglais. J'avais mes posters partout. Et en fait, c'était, comme on disait avec mon père, c'était ma religion, en fait. C'était mon refuge, je pense. Et j'avais mes 2 copines avec qui on était méga fans. Et ma mère, les périodes où elle était bien, Oui. elle nous amenait en concert. Elle était comme une dingue avec nous. Donc c'était aussi une manière aussi de partager des moments quand ça allait. Donc ouais, ça a été vraiment... j'ai toujours été très passionnée de musique, très fan en fait. Avant, c'était Michael Jackson. Après, ça s'est un petit peu plus essoufflé. Et je suis partie sur les trucs tendance du moment. Jusqu'au moment, en fait... oui, après, j'ai eu d'autres passions de musique, etc. Puis après, moi, je suis rentrée dans le monde du travail. Donc, dès qu'on rentre dans le monde du travail aussi, on a moins de temps. Donc, dès 15 ans et demi, 16 ans, j'ai déjà une vie, entre guillemets, d'adulte en travaillant déjà beaucoup. D'accord. Mais avant ça, ça a été vraiment... la musique. Ouais, la musique, quoi, à fond. Tu veux dire que tu faisais les chorégraphies et tout ça? Ah oui, moi, je connaissais tout par... Mais tu sais que là, tu me mets une musique. Ouais. Je me suis rendue... Parce que j'ai écouté, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, et je connais tout par cœur encore. C'est incroyable. Comme si c'était hier. Ben oui, mais c'est une période où on investit tellement. On investit tellement dans ce qu'on a comme objet de culture partageable, la musique, on écoute les choses en boucle. Je ne sais pas si tu faisais ça aussi. Ah, mais moi, c'était c'était non-stop, quoi. Là, je me dis, imaginons qu'on parle, tu dis que tu n'as pas d'enfant, mais au fond, tu as aussi une ado à la maison, quelque part. Oui, oui, un petit peu ce ressenti. En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est... je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas prête au prix à payer d'un enfant parce qu'il m'a semblé que ma vie et ma liberté est arrivée quand j'ai rencontré mon chéri. Et en fait, je pense que je le vivrais, alors je l'aimerais, c'est sûr, je serais dingue, mais je crois que je le vivrais comme un poids et je pense que ça pourrait se ressentir et c'est pas le but, je veux pas ça en fait. C'est pas une priorité. Je veux pas ça. Je préfère et j'ai envie aussi de vivre pour moi. J'ai tellement envie de faire de choses aujourd'hui que j'ai pas envie de quelque chose qui pourrait me freiner en fait. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que toi tu préconises maintenant que tu as ce parcours-là, à la fois en tant que femme dans un environnement où c'était pas forcément gagné. Comment est-ce que tu peux envisager d'accompagner toi des ados qui pourraient traverser des moments où ils deviennent eux-mêmes parents de leurs parents, des moments où ils deviennent sujets de problématiques alimentaires.
Tu parles assez régulièrement du prix à payer. Je trouve que c'est vraiment une notion qui gagnerait à être clarifiée, en tout cas dans ton expérience à Oui, toi. Euh, on parle de sacrifice aussi beaucoup dans le sport. voilà, Qu'est-ce ben, que le prix à tu... payer, c'est les sacrifices en C'est fait. ça. C'est-à-dire, ben, tu sais que ben, moi aujourd'hui, et d'ailleurs je mets mon chéri aussi dedans parce qu'il paye le prix avec moi, hein, entre Hmm. guillemets, évoluer dans un sport de haut niveau aujourd'hui, en plus un sport qui demande de l'argent, fait qu'aujourd'hui par exemple mon prix à payer, c'est que ben, ça fait 8 ans qu'on n'est pas parti en vacances, on vit dans 40 mètres carrés parce qu'on met tout notre argent dans le sport, parce que moi Mhm. je ne gagne pas d'argent avec mon sport, c'est... pas de sortie avec les amis, c'est pas de vie de famille, on vit pour le sport matin, midi et soir. Il y a Ah des oui. fois on est très fatigué, Ah oui. très 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 fatigué. Et il y a des fois on rêverait de pouvoir couper, mais on peut pas en fait, parce Hmm. qu'on prend, déjà on n'est que deux à tout gérer, là où la concurrence ils sont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 des fois. Et Hmm. nous on gère tout à deux. Donc on peut pas en fait. Ce sont des équipes en Ce fait sont des équipes en Ouais. fait, voilà, et avec souvent plus de moyens financiers, donc moins de questionnements. Nous, on est la plupart du temps en train de réfléchir comment on va arriver à financer ceci, comment on va se sortir de là, etc., etc. Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Bien sûr. Donc ça fait partie du prix à payer. Donc c'est pareil, ça me rappelle quand je disais à ma maman, tu peux pas tout avoir. Hmm. On peut accomplir ce qu'on a envie d'accomplir, Mhm. mais pour ça, il faut être OK avec les inconvénients des choix qu'on fait. On ne peut pas avoir les bénéfices de deux situations sans avoir les inconvénients qui vont avec. Sinon, C'est ça ça. s'appelle du fantasme. Hmm. Et ça, j'ai eu cette notion-là très tôt, en fait, dans ma vie, parce que voilà, je voyais les situations. Et ça, j'en ai pris conscience très, très tôt. Et ce que je dirais à des ados, ben déjà, tout dépend de leur propre situation. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est adolescent. Après, tout dépend de l'âge, mais on est un peu prisonnier des parents, parce qu'on ne Mhm. peut pas trop s'échapper. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont encore chez les parents. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je perçois, Mhm. c'est que, déjà au niveau des troubles, je trouve qu'il y a... On a encore... Enfin, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est pas facile à traiter et qui est encore pas tabou, parce que ça, on en parle quand même assez librement. Mais j'ai l'impression que des fois, on va à l'envers. Je vois, j'ai une athlète que j'accompagne qui était là-dedans et on lui demandait de peser des aliments. Mais Hmm. en fait, c'est pas l'aliment le problème, en fait, c'est la relation qu'on a avec son corps et comment on peut se percevoir. Hmm. Et souvent, quand il y a des troubles comme ça, c'est pour venir compenser soit un manque d'amour, un manque d'amour envers soi-même, un manque de pas être assez. Voilà, et c'est déjà de... Moi, ce que je dirais, c'est vraiment de mettre de la valeur sur tout ce qui est travail psychologique ou mental, Mhm. parce qu'en fait, ça va venir répercuter absolument tout dans leur vie. Et des fois, c'est pas en traitant le problème directement que le problème va se régler, ça va être en passant par des chemins de traverse. Mhm. Moi, j'ai jamais travaillé sur les troubles du comportement alimentaire sans travaillant sur tout le reste, sur les perceptions que j'avais de ma maman, de mon papa, de peut-être d'autres personnes, des situations que j'ai eues dans ma vie, en Hmm. rééquilibrant tout ça, qui fait que j'ai moins eu ce vide émotionnel qui était à combler, Mhm. et du coup, finalement, qui m'a permis de m'éloigner de tout ça au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du Mais temps, ouais. ce que j'ai envie de dire déjà aux adolescents, c'est que même si des fois, les parents, ça ne se passe pas comme prévu, les parents, même si on peut percevoir qu'on a l'impression qu'ils font exprès ou des choses comme ça, pour moi, ils ne font pas exprès, ils font avec ce qu'ils ont à Mhm. l'instant T. Mhm. En fait, des parents, avant d'être des parents, c'est des humains, et avant d'être des humains, c'était aussi des enfants, Mhm. et qui sont pas forcément, qui n'ont pas eu la capacité de régler leurs propres problématiques, et qui, du coup, ça se répercute souvent sur les enfants. Et moi, je me dis que le rôle qu'on a à jouer en tant qu'enfant, c'est d'aller couper le maillon de la chaîne, en fait. Mhm. Et de le faire pour soi en premier, mais en le faisant pour soi, on le fait aussi pour les autres. C'est une très belle image que tu proposes, mais est-ce que tu pourrais peut-être expliquer de quelle chaîne tu parles quand tu dis ça? Moi, tu vois, par exemple, je vois du côté de ma famille beaucoup de choses qui se répètent. Mhm. Voilà, ça pouvait être, tu vois, j'ai
ma maman qui est donc dépressive bipolaire, mon tonton un peu pareil, ma tata c'était un peu différent, mes grands-parents qui étaient vraiment... Moi j'adorais mon grand-père et tout, mais voilà, ils avaient des charges énormes. Et en fait, moi, je vois aussi qu'il y a d'autres personnes dans ma famille aussi de ce côté-là où c'est chaotique, qui sont plus jeunes que moi. Et en fait, moi je me suis dit, j'ai pas envie de reproduire ça. Donc j'ai pris mes responsabilités, c'est-à-dire oui, ok, ce qui m'est arrivé, c'est pas ma faute. Par contre, ce que j'en fais aujourd'hui, c'est ma pleine responsabilité. Donc soit tout ce chaos que j'ai pu avoir, soit je le laisse m'étouffer et j'en fais rien, et je perpétue le cycle, entre guillemets. Soit je prends mes responsabilités, oui, c'est pas facile. Je me fais face à mes problèmes, je vais aller peut-être régler des problèmes qui ne m'appartiennent pas. Enfin, alors, c'est pas régler les problèmes des autres, mais c'est la répercussion que ça a eu sur toi. Absolument. Et pour déjà le faire pour toi, mais en plus pour aller couper, parce qu'imaginons, si moi, j'avais pas réglé mes problèmes et que je fais un enfant, eh ben, je vais continuer à répercuter ce problème. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Donc, tu vois, moi, j'avais l'optique d'avoir un enfant un jour. Aujourd'hui, j'en ai pas. Mais j'ai toujours pensé à l'après. Je me suis dit, je veux pas refiler ça à mes enfants parce que je ne supporterais pas d'avoir ce poids-là à porter. Et du coup, je me suis dit, puis j'ai envie de vivre la vie qui me plaît en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, j'ai envie choisir. J'ai pas envie de vivre cette vie-là qui m'inspire pas en fait. Et du coup, ça m'a demandé c'est ça, pour moi, c'était ça, couper le maillon de la chaîne. C'est vraiment de prendre ma responsabilité totale sur ce que j'avais pu vivre pour vraiment le transformer à mon avantage. Et tu vois, aujourd'hui, c'était compliqué, les relations avec ma maman pendant une période. C'était très fusionnel, ou après c'était je te déteste, ou alors on te coupe les ponts pendant un an, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça s'est apaisé depuis que moi, je me suis apaisée par rapport à tout ça. Du coup, la relation aujourd'hui, elle est très saine. Même pourtant, si elle est toujours pas bien, etc. Mais moi, ça se passe très bien avec. Toi, en changeant ton point de vue, ta perspective, en ouvrant un petit peu de la manière dont tu pouvais percevoir les choses, la relation se modifie d'autant. C'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux, voilà, ça j'ai oublié de te le dire, mais en fait, qu'est-ce qui a changé ma vie, c'est que je suis passée de la position de victime à prendre la pleine responsabilité de ma vie. C'est-à-dire qu'avant, il m'arrivait beaucoup j'attirais, comme je te disais, pas les bonnes personnes, entre guillemets, en tout cas, qui étaient nocives sur le moment pour moi, et j'attirais aussi des situations vraiment, il m'arrivait que des merdes, quoi. Mais parce que, dans ma tête, c'était, ah oui, mais moi j'étais comme ça parce que j'ai vécu tout ça, gamine, en fait. C'était une fatalité. Et quand j'ai commencé à voir que, attends, Jess, t'as ta responsabilité, là, aujourd'hui, t'es grande, t'as plus 10 ans, 8 ans, t'es grande, donc c'est toi qui choisis comment tu prends tout ça. Et quand j'ai commencé à équilibrer toutes mes perceptions par rapport à ça et que j'ai commencé à prendre mes responsabilités, mon environnement a changé. Absolument. Les choses que j'ai générées, ça a complètement changé. Du coup, énergétiquement, je dégageais autre chose. Vu que je dégageais autre chose énergétiquement, parce qu'on pourrait dire, tu vois, par exemple, avec ma maman, tu peux être super gentil, etc. Mais si tu as une énergie ou quelque part, il y a une part de toi qui est en colère, bien sûr, ça se sent. Donc du coup, ça équilibre pas la relation. Sauf qu'à partir du moment où j'ai fait la paix, on va dire, dans ma tête, mais aussi dans mes ressentis de mon corps, là, ça s'est complètement ressenti dans la relation. Alors au fur et à mesure du temps, attention, ça s'est pas fait en 2-2, mais par contre, voilà, ça s'est fait insensiblement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de dispute ou voilà. Quand ça va pas, elle me répond pas au téléphone. Point barre. En fait, elle protège le truc, quoi. Ça, c'est cool et j'en suis reconnaissante. C'est-à-dire que même si elle n'a pas fait le même travail que toi, aujourd'hui, elle le reconnaît, elle le protège. Oui, exactement. Et aujourd'hui, là encore, il y a 2 jours, elle m'a dit, mais ma fille, je suis tellement fière de toi. Elle me dit, parce qu'elle voit l'évolution d'autres enfants autour d'elle. Et elle me dit, j'ai de la chance d'avoir une fille comme toi. Donc ça fait quand même plaisir. C'est hyper précieux. Voilà, donc... Et à tout âge. Et à tout âge, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire, soyons l'exemple de ce qu'on voudrait que les autres soient, en fait. C'est... Ce que je trouve extrêmement précieux, là, dans ce que tu partages, c'est que, finalement, en tenant ton bout de la relation et en faisant les transformations de ton côté, quelque chose de la relation se modifie complètement. Ah mais oui, complètement. Et tu commences sans attendre que l'autre fasse. On pourrait dire, tiens, c'est la faute des parents, c'est à eux de bouger. Oui. Et là, tu dis, finalement,
je prends mes responsabilités parce que dans ma vie, c'est important que je sois au rendez-vous de ma vie déjà. Exactement. Et la conséquence vient après dans les relations et notamment avec maman. Oui. Moi, je ne l'ai pas fait dans l'espoir que ça change, en C'est fait. ça. Ça a été juste le bonus. Et c'est ce que moi, maintenant, je peux voir dans les accompagnements, c'est que finalement, oui, ça change l'environnement, parce que même mon chéri, ça lui a changé beaucoup de choses aussi, tout ce que j'ai fait. Et on s'apporte du coup mutuellement. Mais oui, en fait, à un moment donné, on ne peut pas, toute notre vie, accuser l'extérieur. Voilà, j'ai accompagné une personne qui a été violée pendant de longues années. Et en fait, c'est horrible. Mais en fait, on ne peut pas passer toute notre vie à accuser ça. C'est, à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et est-ce qu'on continue de se gâcher la vie ou est-ce qu'on choisit d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'au fond, rappeler qu'on a toujours la possibilité de prendre la responsabilité des événements que l'on vit et que l'on Oui. traverse, non pas de ce qui s'est passé, mais plutôt de ce qu'on en fait, Oui, c'est un message fort. oui, c'est ça. C'est un message fort. Et tu vois, quand je parlais de feu intérieur, moi je dis, tu vois, tous ces trucs-là, alors, c'est comme mon charbon, tu vois, tous ces moments difficiles de vie, ben, ce charbon-là, je le mets dans mon feu et ça l'attise encore plus. Et du coup, mon feu, il monte encore plus, tu vois, mon inspiration, mon envie de vivre, en fait, j'alimente avec tout ça. J'ai envie de te demander quelle était... Alors je me souviens là, du coup je te visualise en train de danser avec les boys bands, je te visualise en train de chanter, sauter en l'air, et je me dis mais qu'est-ce que tu écoutais, qu'est-ce que tu lisais, qu'est-ce qui t'a apporté de la joie à ce moment-là? Ben, là, à ce moment-là, c'était vraiment la musique, hein. Moi, mais c'était, dès que j'avais un moment, c'était que ça, quoi, hein. Je pensais qu'à ça. Et C'était... l'amitié? Ah oui, bien sûr, eh bien, j'avais mes 2 super copines de Oui, l'époque. t'en as parlé. Voilà, et du coup, on était toutes les 3 très passionnées de ça, donc on partageait ça. Bien sûr, les petites histoires d'adolescentes aussi. Donc ça, c'était cool parce que j'avais quand même 2 copines chez qui j'allais ou qui venaient. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à tenir à un certain moment aussi. Donc oui, ça a été vraiment ces moments-là, quoi. Peut-être pour terminer un peu cet échange qui est hyper riche, j'ai envie de continuer à t'écouter pendant longtemps parce que je sens qu'il y a un pouvoir de transformation et de bienfait, de guérison que tu portes, mais surtout que tu arrives à mettre aujourd'hui dans ta vie et qui est, comme tu dis, le charbon qui nourrit aujourd'hui la passion que tu mènes. Si tu avais, en te tournant vers les parents d'ados qui traversent des choses compliquées, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre aujourd'hui? Donc, dans ta question, c'est qui est-ce qui passerait les choses compliquées, les parents ou les ados? Je pense que les deux, Ok. mais on parle de parents qui témoignent du fait que c'est difficile avec leurs enfants. Ok. Alors, c'est pas facile ce que je vais dire. Alors soyons prêts. Non, mais en fait, j'ai pas d'avis tranché du tout sur ça. Ce que je perçois et ce que je peux constater, c'est que les enfants chez qui tout est facile ou tout se passe bien, en tout cas, ça je le vois beaucoup dans le sport, le goût de l'effort n'est pas très très là. En fait, c'est pas évident de voir un enfant pas bien, etc., etc., mais à un moment donné, je crois que ça fait partie d'une étape nécessaire aussi pour se construire et qu'à un moment donné, si c'est pas les parents qui le font, c'est la vie qui amènera la chose et qui amènera le challenge. Donc, le but, je vous dis pas de faire des choses, de dingue, mais je crois que à un moment donné, c'est aussi sain quand il y a des choses qui sont compliquées entre les enfants et les parents, parce que déjà, les enfants et les ados, ils ont besoin de se dissocier des parents, donc ils vont chercher à ne pas leur ressembler, ça c'est sûr. Mais je crois que sur le moment, oui, c'est pas facile. Par contre, sur du plus long terme, ça va leur amener beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est d'amener la conscience aux enfants qu'ils ont le choix et la responsabilité, en tout cas plus tard, mais aux parents d'être patients aussi. Parce que je pense que
ça vient pas de suite, les prises de conscience, mais je pense qu'un jour, l'impact se fait. Je vois des fois avec ma belle-fille, il y a des choses, j'ai l'impression que ça imprime pas, mais je pense que plus tard, il y a des choses qui vont ressortir. Mmh. Et donc, du coup, ben, c'est juste de faire au mieux comme vous pensez, Mmh. mais on ne peut pas faire à la place des gens, même si c'est les enfants, ou vice-versa. Quand on est les enfants, on ne peut pas faire à la place des parents. Et le but, c'est déjà de penser à soi, parce que si on n'est pas bien soi, on ne pourra pas être bien pour l'autre. Mmh. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Ouais, de prendre soin de soi et de se montrer patient. Oui, C'est drôle parce que tu fais une réponse très winnicottienne. Notre cher Donald Winnicott, qui est un auteur psychanalyste anglais de l'adolescence, un spécialiste, tu dis au fond, ça va passer. Mm. Et le travail des parents, c'est de survivre à ça. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et le travail des enfants aussi, parce que je pense que les enfants, c'est pas confortable pour eux non plus. Absolument. Donc, je pense que c'est le rôle de parent-enfant de se faire autograndir, entre guillemets. Hein. Mhm. Je crois que c'est ça, et je pense que c'est plutôt sain, même si c'est pas agréable. Mais en même Ça temps, peut remuer. si tout était agréable, il n'y aurait plus de plaisir non plus. Donc, c'est comme ben, là, le sport, il n'y a pas tout qui est agréable, mais à un moment donné, quand on veut du résultat, ben, il faut passer par ces étapes-là. Et je pense que des enfants trop protégés, Mhm. c'est pas bon, Mhm. parce qu'ils vont se retrouver dans la vie un petit peu démunis. Donc, bon, ben, ce qui est peut-être pas facile, c'est d'endosser le rôle, entre guillemets, du bourreau, si j'ai envie de dire. Mais je Ouais. crois qu'après, les enfants, ils comprennent que c'était pour leur bien. Donc, Ouais. Ils peuvent sentir finalement l'adresse, avec quelle énergie ouais. ils sont recadrés, accompagnés, etc. Exactement. Et tu vois, hier, ça me fait penser, j'ai travaillé avec un jeune de 25 ans, Oui. et c'était par rapport à son frère qui ne l'avait pas soutenu, etc., etc. Mhm. Et en fait, il avait vraiment beaucoup de rancœur vis-à-vis de lui. Et à la fin, il me dit, c'est pas que je l'aime, hein, mais il me dit, j'ai envie presque de lui dire merci, en fait. Et il a Mhm. compris le sens de pourquoi c'était comme ça. Mhm. Et que sans ça, en fait, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui, il serait pas en train d'accomplir ce qu'il est en train de faire à la boxe, en fait. Mhm. Alors, ça peut être la boxe, ça peut être rien autre chose que le sport, hein. Mais ouais, tout a un sens, en fait. Mhm. Bon, ben écoute, est-ce que tu aurais envie de partager encore autre chose ou qu'est-ce qui te vient finalement après notre échange? Qu'est-ce qui me vient après notre échange? C'est... Je réfléchis pour pas me répéter. Tu peux te répéter, hein, parce que Mais c'est passionnant tout ce que tu nous partages. je pense que... moi, c'est vraiment ce que j'ai compris, Hmm. et il n'y a pas très très longtemps encore, c'est qu'on est tous d'abord des humains à la base, avant d'être un fils, une fille, un père ou une mère, Mhm. et qu'on fait chacun avec les possibilités qu'on a à l'instant T. Mhm. On n'est pas là pour faire du mal aux gens, pour faire du bien. On fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a au moment. Et même si ça peut paraître des fois très, très dur, on peut percevoir la personne vraiment horrible ou méchante. Elle fait juste avec ce qu'elle connaît. Mhm. Et avant, je dis, d'être moi, c'est pour ça que je me dis, moi, mes parents, par exemple, avant d'être un père ou une mère, ça reste des humains avec leurs blessures, avec leur vécu. Mhm. Et c'est pas parce que c'est des parents qui sont intouchables ou indestructibles, Mhm. c'est pas vrai. Et c'est pareil pour un enfant. Un enfant, il ne doit rien à ses parents. Mhm. Donc, c'est d'avoir ce recul-là et cette indulgence-là vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres aussi. Et de prendre ses responsabilités, mais de ne pas chercher à prendre la responsabilité des autres non plus. Mhm. Mhm. Voilà. Waouh, waouh, quelle sagesse. Je pense que c'est extrêmement précieux ce que tu dis là, parce qu'en réalité, réaliser ce que tu postules, c'est une forme de bonté à la base hein, de l'être humain pour ce qu'il est, pour son parcours, et du fait qu'il fait au mieux de ses capacités à ce moment-là. C'est un point qui est à la fois évident, mais quand on y regarde bien, il faut avoir dépassé une forme de charge émotionnelle par rapport Oui, aux événements c'est qui ça. ont pu peut-être nous heurter, de se rendre compte qu'au fond, chacun a fait comme il a pu.
Exactement, exactement. Mais quand on a la charge émotionnelle et qu'on est dans le dur à ce Mmh. moment-là et qu'il y a un lien souvent qui peut être très proche, Mhm. on se dit non mais attends, c'est les parents, c'est à eux de faire. C'était aux parents de le faire, bien Eh sûr. ouais. Et puis, je lui ai déjà dit à mon fils. Enfin, Voilà, c'est ça. Mais sauf que non, en fait. ouais. On a chacun notre vécu, notre perception, notre prisme. Et on n'est pas forcément compréhensible vis-à-vis de l'autre ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'avoir ce recul-là qui est hyper important. Et ça apaise beaucoup. Mhm. Ça apaise beaucoup. Toi, tu as des tips pour résoudre les conflits? Moi, j'essaie vraiment de prendre le corps, les pensées de l'autre en face de moi, Mhm. pour voir comment il sent, comment il réfléchit, comment il pourrait interpréter mon message. Et du coup, vraiment, me mettant à la place de l'autre, j'essaie d'adapter ma communication Mhm. en fonction de ce qu'il a, ce que j'ai envie de lui dire comme message, mais en utilisant son canal de communication Mhm. pour qu'il arrive à percevoir le message, Mhm. mais de la meilleure des manières. Mhm. Exemple, tout à l'heure en voiture, Ouais. mon chéri rate la sortie à l'autoroute. Et c'est vrai que ça m'a gonflé, parce que je me suis dit, on va se faire une demi-heure de route de plus. Mhm. Mais enfin, ça m'a gonflé. Je me suis dit, oh, bon, on va faire plus de temps. Mais ça ne m'a pas énervé corporellement ou quoi que ce soit. Mais j'avais quand même envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu foutais en fait? Et là, juste, je lui ai dit, mon ange, t'étais dans tes pensées. Mhm. Et en fait, lui, je sentais qu'il était déjà hyper énervé, donc je me suis dit, je ne vais pas rajouter une couche. Mhm. J'ai juste posé cette question. Et du coup, lui, ça l'a empêché de s'énerver parce qu'il a vu que moi, je ne me suis pas agacée. Mhm. Et du coup, le truc est passé. Alors ça, c'est un petit détail. Mais c'est déjà, en fait, ma question, ça a été, je me suis dit, attends, il doit être méga énervé. Alors moi, j'ai envie de lui dire tel truc, mais si je lui dis ça à ce moment-là, ça va exploser. Mhm. Parce qu'il a pas besoin de ça à ce moment-là. Donc c'est en fait de vraiment me mettre à la place de l'autre Mhm. et de voir comment il sent et comment je peux lui passer mon message. Waouh. Et là, ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux, Et j'ai j'imagine. appris ça aussi dans les grandes entreprises quand je travaillais chez Airbus. Mhm. J'étais pas la justicière, mais moi, je voulais faire évoluer les choses et Ouais. tout ça. J'étais vraiment dans l'amélioration continue. Voilà, pour que les choses se passent bien, mais je passais mal mes messages. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps comment parler. Donc, je Mhm. disais la même chose, mais sous une forme différente. Et du coup, les messages y passaient, mais nickel, parfait. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça Exactement. change. Et moi, je m'entraîne énormément sur ça. Ouais. Et je trouve que ça peut devenir même un jeu. Ouais. Et je me rappelle à un moment donné, au tout début, où vraiment j'avais fait tout ce travail mental sur moi, j'étais là en mode, j'avais mis sur mon téléphone pour pas m'énerver après un moment ou des trucs comme ça. Mhm. Je mettais maman entraînement sur le téléphone. Et dès que ça sonnait, je me disais, ok. Tu veux dire, tu avais changé son nom? J'avais mis maman entraînement. Ouais. Et comme ça, je me disais, Jess, là, tu prends. C'est pas que je prenais sur moi, c'est tu prends la posture de la Jess que tu as envie de devenir et de la relation que tu as envie d'avoir avec ta mère. Ça ne veut pas dire que je répondais à ce qu'elle voulait, mais en tout cas, j'essayais de prendre le canal de communication dont elle avait besoin. C'est moi qui m'adaptais à ça. Mhm. Et du coup, ça passait beaucoup mieux. Alors, des fois, ça m'a challengée, hein, Bien sûr. mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Et ce que tu dis aussi, c'est que le choix que tu fais, c'est non pas de t'adapter à l'autre, mais de garder, au fond, le meilleur canal pour que l'autre te comprenne. Voilà, en fait, je garde mon message, je garde l'idée que je veux faire passer à l'autre, Mhm. mais j'utilise son canal de communication à lui. C'est-à-dire, C'est je ça. me tune à sa station radio, Mhm. mais en passant mon message à moi. Mhm. Et du coup, le message, il est compris. Mhm. Ça passe beaucoup mieux. Et ça passe beaucoup mieux, ça c'est sûr. Ça, je veux bien le croire. Bon, écoute, on arrive gentiment à la fin de alors peut-être premier échange, je viens de le dire spontanément comme ça. Oui. Mais en tous les cas, de cet épisode, merci pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as apporté, à la fois ton parcours et puis des opérateurs qui te permettent de faire ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour l'inspiration que tu es. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager. Merci Vanessa. Merci à toi. Super. Oh là là, ça va? Oui, ça va. Écoute, moi je suis hyper touchée. C'est hyper beau.